Bonsoir, téléspectateurs de Sunu Label TV. Label TV, la chaîne panafricaine et internationale. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver dans cette tribune tête à tête. Ce soir, nous allons revenir essentiellement sur l'actualité politique au Sénégal, ces prochaines élections législatives. Pour en parler avec moi, une chef d'entreprise qui se lance en politique, plus précisément, justement, sur ces législatives 2024, Madame Khady Fall. Bonsoir, Madame Fall, et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonsoir, Madame Silla, c'est un plaisir. Merci infiniment. Merci à vous. Alors, comme je disais tantôt, vous êtes chef d'entreprise et là, vous allez faire votre première entrée en politique. Pourquoi? Absolument. Bonjour à tous, bonjour chers téléspectateurs. C'est un plaisir pour moi d'être sur ce plateau pour partager avec vous mon expérience. Je suis effectivement chef d'entreprise. J'ai fait au moins 18 années dans le BTP, dans une entreprise familiale qui existe depuis 32 ans. Et depuis quelque temps, je me suis lancé dans la politique. Pourquoi? C'est un processus qui est plutôt long. Déjà au mois de décembre, je m'étais engagée. J'ai, avec quelques amis, créé une association avec le seul but de procéder à un éveil des consciences dans un premier temps et parallèlement d'aider les populations à travailler en synergie pour essayer de mettre en place un mécanisme qui puisse permettre aux Sénégalais de sortir de cette situation qui est assez préoccupante. La précarité, elle est là. On rencontre beaucoup de problèmes au niveau de l'éducation, de la santé et surtout, la priorité pour moi, c'est vraiment de voir aujourd'hui l'émergence d'une classe moyenne. Quand je dis classe moyenne, c'est vraiment le Sénégalais qui va se prendre en charge, tout simplement, qui peut aller payer tranquillement son loyer, gérer la scolarité de ses enfants, vivre aisément, c'est-à-dire ce minimum de décence pour vivre, qu'on puisse au moins le garantir à cette classe moyenne. Donc c'est vraiment l'un des combats phares de mon programme et j'espère véritablement qu'on y arrivera. Précarité, chômage, encore plein de facteurs aujourd'hui qui sont cités, des mots qui sont cités au sein du pays. Quel est votre regard actuel sur cette politique, sur cette émergence peut-être, sur le côté social? Absolument. On va parler plutôt d'une situation socio-économique. La situation est terrible. J'ai vu dans le rapport de Vision 2050 que le taux de pauvreté sur Dakar est de 8%, en région 50%. Je pense qu'on est largement en deçà de ces taux. Il faut voir la réalité en face. Aujourd'hui, chaque Sénégalais peut se faire sa propre appréciation de la situation. Dans certaines familles, aujourd'hui, il est difficile de prendre le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Donc, c'est un exemple assez palpable pour parler de la situation économique. L'autre jour, je parlais des jeunes aujourd'hui qui sont absolument, sont dans une situation mais plus que préoccupante, avec non seulement c'est le chômage, pour une bonne partie, ils n'ont pas de métier. Tout le monde n'est pas fait pour l'école. Tout le monde n'est pas fait pour les études supérieures. Mais je pense qu'il est quand même essentiel d'avoir ce minimum en termes d'accompagnement, un mécanisme que l'État doit mettre en place. Ceux qui n'arrivent pas à réussir à l'école, qu'on puisse les recycler dans des programmes d'apprentissage. Je pense qu'il y a beaucoup de métiers aujourd'hui qui sont porteurs, la plomberie, donc tout ce qui est transport et autres. L'agriculture, il faut qu'on en parle. L'autosuffisance alimentaire, c'est un facteur de développement. Et peut-être parfois avec, enfin plus tard, peut-être avec les métiers du pétrole, d'énergie. Absolument, absolument. Je pense que c'est vraiment une source sûre, le pétrole. C'est un avenir, mais tout dépendra évidemment de l'utilisation qu'on en fera. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est important vraiment qu'on essaie de créer des synergies, qu'on fasse une étude réelle de la situation actuelle des Sénégalais. Comme je disais tout à l'heure, c'est assez préoccupant. On a, à l'époque, peut-être il y a 20 années, le parent, il avait son appartement, on va dire, avec un loyer qui n'était pas très cher.
À 25 000, on pouvait avoir un studio. Aujourd'hui, c'est pas le cas. 25 000, on peut pas avoir une chambre. Une chambre, c'est au moins 50 000 ou plus. Alors, ce père de famille qui se retrouve avec son épouse, avec ses enfants dans la même chambre, il est évident que la formation, l'éducation ne suivra pas, ce minimum de décence n'y est pas. Les jeunes sont obligés le soir d'être dehors pour permettre aux parents d'être dans la chambre. Et évidemment, le matin, ce sont les parents qui partent travailler et les enfants qui ont passé toute la nuit dehors vont aller se coucher pour dormir. Ouais. À quel moment ces jeunes vont trouver la force d'aller se former? C'est un premier problème. Mais aussi, à quel moment les parents vont trouver le temps de faire cette éducation, d'inculquer à ces jeunes les véritables valeurs? Je pense que c'est un problème, un phénomène très, très profond aujourd'hui. On a l'immigration clandestine. Un autre facteur, ces jeunes, ce minimum, je reviens sur les valeurs, les valeurs de ce pays, donc les valeurs intrinsèques du Sénégal. Le garçon, il est connu pour sa bravoure, pour son engagement, pour sa résilience, et j'en passe. Et on se retrouve avec des jeunes, des garçons qui ont en face d'eux des parents, avec une maman, donc avec tous les problèmes que ça comporte, et incapable aujourd'hui de répondre aux besoins de la famille, de soulager les parents, de chouchouter sa maman, parce qu'une maman, c'est une maman. Et quand il voit un autre jeune tenter l'aventure, se retrouver de l'autre côté, qui arrive à faire des cadeaux à ses parents, à construire, etc. C'est vrai que ça fait plaisir et ça incite les jeunes à apprendre. Ça après absolument. Comme exemple, Et je pense que il y a un attachement profond à ces valeurs et on peut comprendre aujourd'hui la détresse de ces jeunes. Et je pense que moi, ce que j'avais comme idée au départ, c'était vraiment de dire, d'accord, vous avez ce problème. Parce qu'en réalité, ces jeunes, ce qu'ils vont chercher dehors, c'est un toit. C'est pour garantir un toit. C'est pour manger convenablement, de façon décente. Et c'est pour aussi avoir ce minimum pour s'occuper de l'éducation et se marier. Oui. La dot, on n'en parle pas. Oui. C'est humain. On sait aujourd'hui, avec tous les travers de la société, la dot, elle est en train d'exploser. On se retrouve avec des montants qui sont astronomiques. On est sorti complètement de l'idée de départ. Et je pense que c'est cet ensemble-là qui fait qu'aujourd'hui, la société, elle va pas bien, elle va mal. Ces jeunes vont mal. Et plutôt que de les observer, de les laisser partir, en faisant des synergies, on peut réussir à trouver des solutions, à les ramener, à les contenir. Parce que c'est bien beau de tenir des discours, il faut pas y aller, de les conscientiser. Encore faudrait-il leur mettre une solution. Quand on interdit quelque chose à quelqu'un, il faut la contrepartie. Véritablement, c'est de leur proposer quelque chose. Et l'idée, c'est vraiment, en faisant ces synergies, aujourd'hui partout au Sénégal, d'essayer de faire en sorte que des jeunes adhèrent. Des fonds qui peuvent être mis à disposition évidemment par l'État, mais aussi aujourd'hui on sait très bien que des fonds sont logés au niveau de l'Union européenne pour lutter contre cette émigration clandestine. Donc c'est vraiment autour c'est un débat d'idées, un consensus, des synergies qu'on arrivera à définir la meilleure solution pour répondre à tous ces problèmes qui sont aujourd'hui. Puisse mettre aujourd'hui au niveau même de l'Assemblée nationale. Alors, par votre expérience aujourd'hui comme chef d'entreprise dans le BTP, à quoi êtes-vous confronté au quotidien? Quel type de problème qui puisse aujourd'hui vous conduire justement, si toutefois vous êtes élu à l'Assemblée nationale et que vous pourriez en tout cas, dans le milieu de l'employabilité, pouvoir partager avec les frères, les concitoyens sénégalais. Quel type de modèle, quel type de... C'est une question très pertinente, parce que dans ce milieu, on rencontre tous les problèmes. Tous les problèmes. Je suis très proche de ce personnel. Il m'arrive même de vous confondre à eux. Absolument. Et même, je me retrouve dans une situation très, très pénible parce que j'ai très mal au cœur.
Et c'est à l'image du pays. Ouais. Alors des problèmes récurrents, c'est des problèmes encore que nous, on arrive à faire une prise en charge sur le volet santé, mais c'est des problèmes de santé énormes. Parce que il faut pas oublier que les entreprises prennent en charge le salarié et ses descendants. Donc la prise en charge des parents, ça pose un problème. Des proches, on sait qu'au Sénégal, c'est vraiment la famille élargie. On a en charge le papa, la maman, la sœur, l'enfant de la sœur, etc., etc. Et donc, il est urgent d'aller vraiment sur une réforme du domaine de la santé. Aujourd'hui, j'aimerais voir un Sénégal nouveau où on va s'inspirer de ce qu'il y a de bien dehors, avec la sécurité sociale et autres. Ils ont commencé avec, je pense que c'est la CEMU, si je ne me trompe, qui permet de prendre des personnes à partir d'un certain âge. Mais il faut pas oublier aujourd'hui la conception même de la famille sénégalaise. Oui, de la démographie, c'est-à-dire c'est vraiment plus de jeunes. C'est ça. Donc si on s'intéresse juste aux plus âgés, on laisse de côté une classe qui est assez importante, qui est avec un taux de chômage assez important. Donc je pense qu'il faut vraiment revenir sur ça. Donc la santé, on a les logements, c'est un vrai problème avec un stress constant sur le paiement des loyers. Les gens sont stressés. Ça fait très mal. On a également la scolarité parce que il faut pas oublier, c'est une classe qui augmente aussi. Absolument. Et c'est une classe ouvrière avec une moyenne de 150 000. On se demande comment ils font d'ailleurs pour y arriver. Les salaires sont relativement bas. Et il faut pas oublier sur chaque salaire aussi le taux de charge directe, en tout cas fiscale et sociale, de l'ordre de 60% pratiquement. Et c'est vrai qu'un accompagnement sur ce volet-là pourra permettre aux entreprises de faire un effort en termes de recrutement, mais aussi en termes de rémunération. Et aussi l'impact aujourd'hui de cette situation socio-économique, c'est vraiment les relations très tendues dans les couples, parce que cette précarité n'aide pas. C'est des ambitions sur le plan des études aussi. On parlait de la formation, des études supérieures. Il y a beaucoup d'enfants justement issus de ce milieu qui n'arrivent pas à faire des études supérieures à cause du coût. Donc les problèmes sont très très importants. Je pense aujourd'hui on peut retrouver dans ce secteur tous les problèmes parce que c'est le Sénégalais lambda qui évolue, et sans parler maintenant des difficultés auxquelles les entreprises sont confrontées. Les banques, déjà, le BTP, on sait l'impact des banques, entre toutes les cautions qu'il faut fournir, les intérêts, donc les ajouts, les avances sur marché, ça fait quand même beaucoup d'argent qui se retrouve entre l'État, les cotisations et autres, et les banques. Et c'est vrai que c'est un secteur qui a vraiment besoin d'être accompagné. Il va falloir faire un certain nombre de réformes et surtout peut-être essayer de faire le maximum pour qu'il y ait une synergie entre les acteurs de ce secteur. D'accord. Alors, vous avez rejoint une liste du centre, ni du pouvoir, ni de l'opposition. Quel est votre regard sur le pouvoir actuel? Quel est aussi votre regard sur toute l'opposition sénégalaise? Très bien. Déjà, par rapport au meeting, à la tenue de ces législatives, quelle lecture faites-vous? Très bien. En termes de programme, tout ça. Absolument. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai bien regardé les programmes des différents partis. Déjà, la première chose par rapport à notre parti, puisque nous sommes des centristes, je ne sais pas s'il est possible de faire un clin d'œil à ce parti. Donc, c'est Pôle Alternatif, troisième voie Kiraay Atnatangué, avec le président Birima Mangara et le président Mohamed Diallo, Dr Mohamed Diallo, qui m'a coopté. On en reparlera tout à l'heure de ma carrière politique. Aujourd'hui, on assiste à beaucoup de choses dans ce paysage politique, ce que je déplore. Je trouve que c'est une société très binaire. C'est 1 ou 0. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Et c'est ce que je regrette le plus, parce que, à mon avis, on peut défendre ses idées sans pour autant être dans ce type d'opposition
avec un parti au pouvoir un peu trop politique, je trouve. Je pense aujourd'hui, il va falloir, et je l'ai dit à plusieurs reprises, moi je demande au président de la République de calmer les choses, de calmer le jeu. Il faut qu'on arrive à apaiser les cœurs. On n'a pas besoin de ça, d'être en conflit. Mais aussi à l'opposition, je leur demanderai aujourd'hui d'être beaucoup plus objectifs. On n'a pas besoin d'aller en opposition tout le temps. Il faut qu'on mette en avant les intérêts de ce pays. Déjà, le rôle du député, quand je fais une analyse de la situation actuelle, je me dis aujourd'hui qu'on est très loin de ce rôle du député. Aujourd'hui, tout est politisé. C'est normal. Mais quel est le véritable rôle du député? Le député, il est là, c'est le député du peuple. Il vient pour défendre les intérêts du peuple. Et il a un pouvoir non impératif. Ça veut dire qu'au député, on ne peut rien lui imposer. Il n'y a aucune contrainte qui doit flotter sur la tête du député. Et le fait d'appartenir à tel ou tel parti, quand on voit aujourd'hui les tensions qu'il y a entre l'opposition et le pouvoir, on se dit véritablement, est-ce que les députés présents sur ces listes sont là véritablement pour la population? Est-ce que ces députés seront objectifs dans leur analyse, dans leur position, ou est-ce qu'ils vont juste poursuivre des lobbies, des courants d'idées? Et je trouve que c'est très dommage. Et j'en parlais sur un autre plateau télé en disant que quand François Mitterrand a nommé Robert Badinter comme président du Conseil constitutionnel, Badinter a réclamé son devoir d'ingratitude pour revenir sur le pouvoir non impératif du député. Le député, il doit être là pour le peuple, uniquement pour le peuple, que pour les intérêts du peuple. Et si on avait suivi ce schéma, ce canevas, ce débat entre l'opposition et le pouvoir serait totalement sauf qu'il n'y a pas de débat. Stérile. Sauf qu'il n'y a pas de débat. Ça devrait être stérile, totalement. C'est un débat stérile. Puisque si le député aujourd'hui s'en tient à sa mission en tenant compte de son devoir d'ingratitude et en prenant conscience de son pouvoir non impératif, je pense aujourd'hui le pouvoir devrait être à l'aise, mais vraiment très confortable, puisque toutes les propositions de loi qui seront faites seront étudiées et les retours tiendront compte évidemment de l'intérêt du pays. Et l'opposition, pareil. Et on est très loin de ça. On est très loin de ça. Je déplore. Aujourd'hui, c'est plutôt, première lecture, un pouvoir qui, si il a cette majorité à l'Assemblée nationale, on parle tout le temps de l'installation de la Haute Cour de justice, par exemple, de la suppression de la loi d'amnistie, à croire que c'est l'essence même d'abord, dans un premier temps, de la volonté de ces prochains peut-être députés de la majorité, si toutefois il y a cette majorité. Et à côté, vous avez une opposition qui, soi-disant, s'est regroupée autour d'une personne uniquement pour contrecarrer, encore une fois, une personne et une certaine volonté politique. En quoi maintenant ce centre, par exemple, dont vous faites partie, vous pourriez aujourd'hui changer la donne? Alors, moi je trouve, et c'est vraiment dommage, on perd beaucoup de temps sur des détails. Alors aujourd'hui, le combat, il faut qu'on tape sur Ousmane Sonko, mais on s'éloigne de l'essentiel. C'est pas M. Ousmane Sonko qui nous intéresse. Nous sommes en train d'essayer de captiver l'intérêt des Sénégalais. Moi, je fais un appel solennel à ces jeunes qui sont comme moi, qui sont chefs d'entreprise ou qui travaillent ailleurs. Je leur demande de sortir, d'adhérer à des partis politiques ou des mouvements pour pouvoir exprimer aujourd'hui leur vision et surtout faire profiter au Sénégal de leur expertise, de leur connaissance. On parle de Ousmane Sonko à gauche, à droite. Nous, centristes, cela ne nous intéresse pas. Nous ne sommes ni avec le pouvoir ni contre le pouvoir, ni avec l'opposition ou contre l'opposition. Nous sommes là véritablement pour défendre les intérêts des Sénégalais, uniquement des Sénégalais. Et on s'éloigne beaucoup avec ce qui se passe actuellement. Moi, la reddition des comptes, on en parle. Pour moi, c'est un faux débat. Il n'y a pas besoin d'en parler. Quand on te confie quelque chose, tu as un devoir de rendre compte.
Et tu dois avoir un quitus par rapport à ça. Donc, peu importe les situations, pour moi, c'est même pas un débat qu'on devrait mettre sur la table. Par contre, revenir sur certaines lois, l'amnistie et autres, des choses qui ont été validées à l'époque, je ne sais pas le pourquoi. Je vais pas revenir, je suis pas là pour refaire l'histoire, mais ce que je suis en train de dire, on a besoin d'apaiser les cœurs, on a besoin de faire en sorte aujourd'hui que le Sénégalais lambda puisse fonctionner, faire ses activités, se retrouver, trouver cette classe moyenne. C'est ça les urgences. J'entends parler de tout sauf des urgences des Sénégalais. Est-ce que la suppression de loi d'amnistie, est-ce que c'est une urgence? Non. Mais l'autosuffisance alimentaire, président Birima Mangara en parlait. Il faut qu'on arrive à mettre au cœur aujourd'hui de ce système les priorités. L'autosuffisance alimentaire, la santé, l'éducation, l'émergence de cette classe moyenne. L'économie, il y a tellement de problèmes sur la table. Budget, finance aussi. Pourquoi budget, finance? Comment? Absolument. Est-ce qu'on a besoin aujourd'hui de s'éparpiller, de se disperser sur des débats totalement stériles? Moi, je demande aux Sénégalais de se recentrer. Vraiment de recadrer les choses. On est focus aujourd'hui, comment faire pour que le Sénégalais y arrive, qu'on puisse manger de façon décente, travailler, faire nos activités. Et on a autre chose à faire que de perdre beaucoup de temps sur ces querelles, opposition, pouvoir. Encore une fois, si chacun fait convenablement son travail de député, je vois pas pourquoi le débat se poserait. D'accord. Et par rapport à ce que vous avez pu entendre encore une fois du côté, par exemple, de Ousmane Sonko, du côté de l'opposition, en termes de... On va voter un budget d'État pour utilisation normalement des finances publiques. Est-ce que tous ensemble aujourd'hui, si vous vous retrouvez à l'Assemblée nationale, que vous soyez d'un parti ou d'un autre, quelles seront vraiment les priorités en termes de chantier, comme vous avez cité tantôt, dans ces 3-6 prochains mois, par exemple? Très bien. Nous, la première chose déjà, c'est vraiment par rapport même à l'administration. Je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été proposées donc par la coalition, les pouvoirs publics et aussi. Hein, nous avons notre notre contrat de législature aujourd'hui. Mais au-delà de ces aspects administratifs et autres, nous avons aussi souhaité, au niveau de l'Assemblée, instaurer une charte de bonne conduite. Parce que nous trouvons aujourd'hui inacceptable ce qui se passe au niveau de l'Assemblée. Et nous avons au cœur même de ce contrat de législature la restauration des valeurs. Il faut vraiment qu'on mette ça en exergue. Et cette restauration des valeurs passe par nos chers représentants, notamment les députés, mais aussi c'est au niveau même de l'éducation, au niveau des écoles et autres, où il va falloir essayer de revenir sur nos référentiels. Les référentiels, c'est une population qui a des valeurs très on va pas dire excellente, il y a toujours des travers. Mais en tout cas, on est une référence aujourd'hui en Afrique et partout dans le monde. C'est le pays de la teranga, de beaucoup de choses, la courtoisie, le sens de l'écoute, le respect de l'autre. Et je pense que, excusez-moi, fondamentalement, cette restauration des valeurs, elle est importante. Donc, c'est pour ça qu'on propose, en fait, cette charte de bonne conduite. Et aussi comme réforme, c'est vraiment de mettre au cœur l'autosuffisance alimentaire, c'est-à-dire l'agriculture, la pêche, l'élevage. On a une population qui est analphabète et qui peut être recyclée dans ces domaines-là sans problème, avec des moyens évidemment et des synergies qui seront... pas trop colossaux. Comment? Ce sera pas trop colossal? Comment? Ce sera pas trop colossal en termes de moyens, budget? Oh, c'est une planification. On va y aller étape par étape. Une chose est sûre, on peut pas tout faire en 5 ans, en 10 ans, parce que je pense qu'on a raté beaucoup de choses. De 1960 à maintenant, on se lamente des mêmes choses, hein, c'est les mêmes problèmes qui reviennent. Donc je pense qu'il faudra avoir un chronogramme, comme ça a été fait avec Vision 50, un chronogramme, et on pourra petit à petit arriver à absorber ces points.
Donc, je parlais de l'éducation, j'ai parlé de l'agriculture, l'élevage, etc. Et surtout ces synergies pour qu'on puisse enfin voir cette classe moyenne qui va sortir et qui va porter véritablement toute cette politique. Parce que c'est cette classe moyenne qui n'existe pas et qui devait exister depuis très, très longtemps. Donc, voilà des points que nous proposons aujourd'hui en l'état. Donc, je pense que ça aborde grosso modo tous les points importants aujourd'hui qui préoccupent les Sénégalais parce que aujourd'hui, la priorité pour les Sénégalais, et il ne faut pas qu'on se leurre, c'est vraiment de manger. C'est pas la Cour des comptes. Non, c'est pas la Cour des comptes. C'est les besoins primaires. Les besoins primaires. Ces besoins primaires ne sont pas encore réglés. Donc, il faut d'abord s'attaquer à ces problèmes primaires et après, petit à petit, on ira sur la pyramide, étape par étape. Cette population, vous les avez écoutées. Quel mécanisme ou initiative, en tout cas, souhaiterait-elle encourager pour leur permettre d'avoir une voix plus forte dans les décisions politiques et sociales de manière très participative? Par exemple, pour le cas des entrepreneurs, qu'est-ce que vous auriez pu proposer aussi? Alors, pour le cas des entrepreneurs, il y a déjà des organisations patronales. Je pense que c'est déjà d'organiser et que l'État soit plus à l'écoute de ces organisations patronales. Donc, déjà sur ce secteur privé, qui est très, très malade. Le secteur privé, aujourd'hui, il faut voir le nombre d'entreprises qui ont fermé porte. Et c'est vraiment regrettable. Donc, qu'il y ait un meilleur dispositif. Il y a l'accompagnement aussi de la Chambre de commerce aujourd'hui, mais aussi, de par l'État, un mécanisme beaucoup plus fluide, moins de paperasserie. Je donne l'exemple, on en discutait avec des gens, des personnes qui sont au niveau du ministère de l'économie, des finances, et qui disent, les entreprises en difficulté, il y a un budget qui est voté, les fonds sont disponibles, mais on ne connaît pas le mécanisme pour y accéder. Je pense que c'est déjà un problème. C'est même très réducteur d'entendre ce genre de propos, et à mon avis, l'État a vraiment beaucoup de choses à faire pour régler ce problème. Et autre chose, je pense fondamentalement que les Sénégalais n'ont pas besoin d'attendre l'État sur certains problèmes. On peut, comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, par le canal de mouvement et autres, parce que c'est aussi l'ambition aujourd'hui de la coalition, au sortir même des élections, de pouvoir organiser les personnes autour de mouvements et autres, en dehors même de l'Assemblée nationale, parce que l'Assemblée nationale, on a déjà des missions qui sont très définies. Il y a le rôle de représentation, n'est-ce pas, avec les plaidoyers et autres qui seront faits, le rôle de législation, donc on est législateur, on doit valider les lois, et ensuite de contrôle, donc de l'action gouvernementale et des politiques publiques. Donc ça, c'est à part. Il n'y aura pas beaucoup de choses qu'on peut attendre de l'Assemblée nationale, si ce n'est vraiment surtout cette représentation et, comme je disais, ce devoir d'ingratitude et ce pouvoir non impératif, c'est tout ce que véritablement on peut garantir. Et parallèlement, c'est vraiment, parce que c'est une question qui est très pertinente, comment, par quel mécanisme on peut aider les sociétés. C'est vraiment de créer ces synergies autour des différents cœurs de métier, l'agriculture, l'élevage et autres, sous forme de GE, de BTP ou autres, pour permettre aux Sénégalais de s'approprier les choses avec des fonds d'investissement. L'accès au financement est extrêmement difficile. Donc, de faciliter l'accès au financement, d'aller chercher des fonds pour essayer d'insuffler, en fait, donc un élan nouveau donc à ces entreprises et à ces Sénégalais, de par aussi le secteur informel qu'il va falloir encadrer. C'est une réforme de ce secteur informel qui est extrêmement important, qui occupe, je n'ai pas le pourcentage, mais en tout cas qui a un pouvoir très très important aujourd'hui. Tout est pratiquement informel et je pense qu'il faudra encadrer tout cela en essayant aussi de mettre moins de taxes. Les taxes, il faut qu'on en parle, c'est très lourd, les taxes fiscales, sociales. Il faut qu'on arrive quand même à créer un cadre adéquat qui puisse permettre au secteur privé de s'épanouir, mais aussi à ces jeunes entrepreneurs de s'éclore. Et de
créer davantage d'emplois. Exactement, exactement. Madame Khady Fall, on est au terme de cette émission. Je vais vous laisser le mot de la fin. Quel message aujourd'hui à tous ces jeunes, à toute cette population sénégalaise vraiment en attente de nouvelles propositions et surtout d'avancées aussi bien sociales, économiques du pays. Merci beaucoup. Moi, je vais beaucoup insister sur la restauration des valeurs. Moi, je vais demander aux jeunes de revenir sur nos référentiels. Aujourd'hui, on a des exemples patents. On a Cheikh Ahmadou Bamba, Cheikhoul Khadim, Serigne Mame Seydi Hadji Malick, Mame Baye Niass, Mame Limamou Laye. Ce sont des exemples. Aujourd'hui, on ne peut pas avancer dans la vie si on n'a pas ce minimum d'éducation de base spirituelle aussi pour avancer. Je pense qu'on a plusieurs religions aujourd'hui monothéistes. Je fais un clin d'œil donc aux chrétiens. Ensemble, nous pouvons vraiment y arriver. Donc, il faut qu'ils se fassent plus confiance. Que chaque Sénégalais puisse définir sa feuille de route, ses objectifs. Il est important de se poser et d'identifier ses objectifs, de voir les points positifs. Qu'est-ce que moi, concrètement, je peux apporter à cette société? Et ne pas attendre que la société vous apporte quelque chose. C'est le premier point parce que c'est un devoir patriotique que de se dire aujourd'hui, je suis expert en tel ou tel domaine. Comment je fais pour sortir ce pays de cette situation? Je vais prendre l'exemple du vaccin. Aujourd'hui, le vaccin, le mécanisme du vaccin est assez parlant. On injecte la bactérie dans le corps humain. Parce qu'en réalité, c'est au corps humain de créer l'anticorps qui va combattre cette maladie. Donc, on prépare déjà le corps humain à identifier les difficultés, n'est-ce pas, donc notamment cette bactérie, et à mettre en place un anticorps. Et au cas où justement cette maladie elle arrive, le système a déjà donc tout déjà prêt à... Exactement. Et nous c'est pareil. Aujourd'hui nous avons bien conscience donc de nos problèmes. Et c'est à nous maintenant de travailler, de trouver les mécanismes, d'essayer de s'adapter. Il faut vraiment des vecteurs aussi. Les vecteurs aujourd'hui, c'est moi, mon ambition. Je me dis, aujourd'hui, même si c'est quelques Sénégalais que j'arriverai à booster, je m'engage sur cette ligne de mire et j'appelle tous les Sénégalais. C'est vraiment mon message. Venez, engagez-vous, mettons-nous en synergie, mettons-nous dans des mouvements avec pour unique et seul objectif l'émergence de cette classe moyenne et vraiment la prise en charge, en tout cas, de tous ces maux identifiés dans notre société. Merci beaucoup, Madame Khady Fall. C'était un plaisir de vous avoir dans Tête à Tête. Merci beaucoup, Madame Sylla. C'est un plaisir. Et merci à vous qui nous avez suivis. Je vous donne rendez-vous très très vite avec un prochain invité et un nouveau thème. À bientôt.